Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. On a des gens qu'on a vus hier, on est content de les revoir aujourd'hui. Euh, le son, Oui, c'est bien là. Oui, parfait. Donc, j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui notre projet qui s'appelle... en fait, c'est un chauffe-eau qui mélange de l'énergie solaire et l'hydroélectricité. Donc, c'est un peu l'idée aujourd'hui de la présentation. Donc, c'est un projet qui a été réalisé avec différents partenaires, dont l'entreprise Usine Giant, qui est ici même à Montréal, que vous connaissez probablement. Vous avez déjà tout, j'imagine, pour la plupart des chauffe-eau Giant dans votre maison. Et puis, c'est un projet qui a été réalisé par un chercheur qui travaille avec moi, Gildas Tapsoba. Essentiellement, qu'est-ce que je vous propose pour la présentation? Je vais vous dire un peu qui on est, nous. Le contexte du chauffe-eau, les objectifs, le concept, un peu comment on a procédé, puis les phases d'évolution, parce qu'avant de développer un nouveau produit, évidemment, on ne peut pas partir de A puis tomber à Z tout de suite. Il y a une évolution là-dedans, c'est ça que je vais vous présenter. Puis les conclusions puis les perspectives de ce potentiel nouveau produit. Donc, qui on est? Bien, nous, en fait, on est un institution, on est le Cégep de Jonquière. Dans le Cégep de Jonquière, il y a ce qu'on appelle un centre d'accès technologique. C'est financé par le CRSNG, qui est un organisme fédéral, en technologie des énergies renouvelables et rendement énergétique. Donc, on appelle ça le Centre Terre, qui est la branche énergétique du Centre de production automatisée, qui est aussi au Cégep de Jonquière. Quels sont les objectifs de notre centre? Bien, en fait, c'est que nos projets sont les problèmes de nos partenaires. C'est-à-dire, il y a un partenaire qui vient nous voir, veut développer un nouveau produit, il a besoin d'aide. Donc, nous, on prend ça, puis ça fait notre projet. Donc, on va chercher des experts dans nos différentes techniques, puisqu'on a 9 techniques physiques au Cégep de Jonquière. Puis, on forme une équipe de travail, puis on travaille avec le partenaire pour trouver des solutions. Soit on lui donne de l'aide technique, on lui transfère des connaissances, on fait de la recherche, on peut faire des formations, on peut faire du rayonnement, etc. Donc, il y a plusieurs manières d'intervenir. Puis, on intervient dans différents secteurs. Donc, on est très multidisciplinaire. Comme vous pouvez voir, on fait de l'automatisation, de la numérisation, on fait de l'approvisionnement renouvelable, on fait des essais sur différents types de technologies, à peu près toutes les filières d'énergie renouvelable. On a fait des projets un petit peu dans chacune de ces filières-là. Exemple de projet que l'on a fait sur le développement, d'assister des entreprises à développer des produits. Celui qu'on va parler plus particulièrement en haut à gauche avec Giant, un chauffe-eau solaire. On travaille également avec une autre entreprise de Montréal qui s'appelle EOSIC Technologies, qui développe une éolienne. On a travaillé avec Nord-Est Marine, qui fait des hydroliennes. On a travaillé avec MTT Technologies, qui fait un genre de petit véhicule électrique tout-terrain qui permet de se promener, etc., là, puis de transporter des charges, donc un véhicule utilitaire. Donc, rentrons spécifiquement dans... Les présentations sont faites, rentrons directement dans le sujet. Donc, d'où ça origine, ce projet-là? En fait, il faut comprendre qu'en 2011, Hydro-Québec avait fait un projet pour tester des chauffe-eau solaires thermiques. Qu'est-ce que c'est un chauffe-eau solaire thermique? Vous avez en bas l'image qui est ici. Donc, essentiellement, c'est un capteur solaire. Le capteur solaire, c'est du glycol. Donc, ce n'est pas de l'électricité. C'est un capteur où il y a des tuyaux à l'intérieur avec du glycol. Puis ça, le tuyau rentre dans le réservoir, il transfère sa chaleur à l'eau chaude du réservoir avec un échangeur. Et par la suite, il y a une pompe qui réalimente tout ça dans le circuit. Donc, l'eau, la chaleur est transférée. C'est ce qu'on appelle un chauffe-eau solaire thermique conventionnel. Le problème, à la suite de cette étude-là, Hydro-Québec en a installé 23 dans 23 résidences au Québec. Ce qu'ils sont aperçus, c'est que ça permettait d'économiser 33 à 38 de l'eau chaude de la maison qui était produite par le solaire, même si sur les fiches des fabricants, c'était marqué 50 à 60 Donc, la pratique et la théorie, c'est pas toujours la même affaire. Hein? Deuxième chose, ils se sont aperçus quand ils ont fait leurs calculs que pour revenir sur notre investissement dans ce type de chauffe-eau-là au Québec, ça prenait plus d'un demi-siècle, ce qui n'a pas de bon sens quand les équipements durent à peu près 20-25 ans. La troisième chose, c'est que le glycol, comme chauffe-eau, au Québec, ce n'est pas l'idéal parce que vous imaginez l'hiver quand il fait froid, les boucles de glycol, les fuites, c'est dur à installer. Vous avez déjà une maison, vous voulez installer un chauffe-eau de glycol, il faut passer des tuyaux avec du glycol, il faut rouvrir les murs. C'est très compliqué.
nous, on a lu évidemment avec attention ce rapport-là. Puis on s'est aperçu que la recommandation finale qu'Hydro-Québec a émise cette année-là, c'était que le défi majeur auquel font face les chauffe-eau solaires, c'est la rentabilité. Ce n'est pas la performance. Ils sont performants. C'est-à-dire qu'ils convertissent une bonne partie du soleil en eau chaude. Mais, toutefois, ils coûtent tellement cher à installer, tellement cher à entretenir, qu'en bout de ligne, ils ne sont pas rentables. Donc, il faut vraiment, si on veut réduire le coût de l'eau chaude, s'attarder à réduire les coûts d'installation, les coûts d'entretien. Donc, on est parti de ça. Puis en même temps, dans les années 2010, le solaire s'est mis à chuter drastiquement au niveau du coût. Il faut comprendre là, que les prix depuis 2010 ont chuté de 80 à 90 pour les capteurs solaires. Combiner ces deux affaires-là nous a donné un flash. Tu sais, on a dit, ben pourquoi pas qu'on pourrait développer un concept de chauffe-eau où on utiliserait le solaire, mais le solaire photovoltaïque, c'est-à-dire le solaire, lui qui a chuté de prix, mais pas de régulateur, pas d'onduleur. Hein? Là, vous allez me dire comment on fait pour faire ça? Parce que ce qu'on s'est aperçu, si vous regardez le graphique en bas à droite, au fil des ans, le coût du panneau solaire, lui, il a diminué, mais le coût des onduleurs, des régulateurs est resté relativement stable. Les batteries, dans le fond, quand on fait un système solaire conventionnel, ce qui coûte cher, le plus cher, c'est les batteries. Après ça, les onduleurs, les régulateurs. Puis ce qui coûte le moins cher présentement, c'est les capteurs solaires, les panneaux. Donc, nous autres, on s'est dit, on va garder juste ce qui coûte le moins cher. On va garder juste les panneaux. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en ne mettant pas de régulateur, on va perdre un petit peu de performance. On est d'accord, on va être moins efficace, mais on va sauver tellement plus de coûts que le rendement économique va être supérieur. Donc, c'est le pari qu'on a fait au début de notre étude. Voici, grosso modo, à quoi ressemblent les premières idées du chauffe-eau qu'on a eues à l'époque. Essentiellement, c'est un chauffe-eau Giant. Fais de la place parce que la marche est haute. Donc, c'est un chauffe-eau Giant EcoPeak. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont un à la maison, 60 gallons. Il y a 3 éléments chauffants là-dedans. Habituellement, ils sont tous les 3 branchés sur Hydro-Québec. Nous, ce qu'on fait, la première idée qu'on a eue, on a dit, on va garder l'élément du haut et du bas sur Hydro-Québec parce que c'est très important de maintenir la température à un certain minimum. Il ne faut pas que ça baisse en bas de 60 degrés pour les bactéries, évidemment. Puis, on va envoyer notre solaire directement, juste avec un petit relais de protection qui est branché sur un thermostat qui va décollecter si on atteint telle température. Et puis, on va surchauffer l'eau du réservoir. C'est ça qui est intéressant. On passe de batterie, on sert de l'eau qui est déjà dans le réservoir comme d'une batterie thermique. Évidemment, l'eau va être plus chaude, donc va être d'environ maximum 85 degrés quand elle est supposée d'être à 60. Donc, quand elle sort ici, évidemment, on ne peut pas la prendre directement. Elle est remixée avec une mixing valve pour fournir de l'eau à une température qu'on connaît, 55-60 degrés environ. Donc, c'est un peu le système. Puis évidemment, il y a des capteurs un petit peu partout. On mesure le courant qui rentre, on mesure les débits d'eau, on mesure également les températures à différents endroits. Si on veut le caractériser, il faut être en mesure de prendre des mesures. Voici le processus qu'on a suivi dans les dernières années. La première idée, quand on a une affaire de même, c'est l'étape 1, la phase 1, c'est de faire une étude de faisabilité. C'est voir, étudier, rentrer des formules, faire des calculs, c'est-à-dire, y a-t-il un potentiel avec ça? Donc là, on s'est mixé avec l'École de technologie supérieure, ici là, à Montréal, que vous connaissez, avec une étudiante. On a fait ces études-là. Première étape, on dit oui, il y a de quoi à faire avec ça. Deuxième étape, on dit, là, une fois qu'on l'a modélisé, là, il faut l'expérimenter. Donc là, on a fait des tests dessus au laboratoire. Troisième phase, on a dit, là, si on passe ce test-là, là, on va l'installer dans une résidence, pas trop loin de où ce qu'on est, pour être en mesure de voir son comportement en situation réelle. Puis par la suite, on se dit, là, ça serait le temps d'aller l'installer dans quelques dizaines de résidences. On va vraiment faire le même projet pilote qu'Hydro-Québec a fait en 2009, le refaire, mais sur le chauffe-eau photovoltaïque. Donc, c'est un peu les 4 phases qu'on est. Là, nous, on est rendu là à peu près. On est dans 3, puis on prépare la 4 en même temps. Ce que je vais faire une rétrospective sommaire de toutes les phases
assez rapidement pour vous montrer un peu le processus et toutes les choses. Bon, première étape, c'est l'étude, comme je vous disais. Donc, la question qu'on s'est posée, on a dit, c'est quoi le système de chauffe-eau qui est le plus rentable entre du solaire thermique conventionnel, un système de chauffe-eau photovoltaïque ou le chauffe-eau qui existe déjà dans cette partie-là du monde? On a fait les calculs pour 6 endroits différents sur la planète. On a pris 4 au Québec. Donc, on a pris Montréal. On a pris Saguenay, évidemment. Moi, je viens de Saguenay, fait qu'on a pris Saguenay. On a pris 2 villages plus nordiques. On a pris Quadjarapic, qui est Oula-Baie-James, le point vert, puis on a pris Coujouac, qui est complètement Oula-Baie-Dungava. Dans le cas de Montréal et Saguenay, on sait que l'énergie de référence, c'est l'Hydro-Québec, l'hydroélectricité, tandis que quand on est dans le nord, évidemment, l'énergie de référence, c'est de l'huile, c'est du mazout, c'est des chauffe-eau à l'huile. Et on a pris 2 autres régions dans le monde. On est allé avec une région qui a quand même beaucoup de soleil, Cusco, que vous connaissez ici en Équateur. Puis notre étudiante était française, donc elle a pris Marseille, la ville de son origine, pour la sixième endroit. Dans ces cas-là, c'est au mazout aussi la référence de base pour l'eau. Bon, quand on fait des calculs, il faut être en mesure de se dire, bon, c'est quoi nos paramètres? C'est quoi nos limites? Bon, dans le fond, on est allé chercher les données météo de toutes ces régions-là, qu'on trouve sur Environnement Canada. On a mis environ 3000 watts de solaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait soutirer de l'eau. Le modèle de soutirage de l'eau, c'est basé sur une étude qu'Hydro-Québec avait faite, qui représentait à peu près une famille. Puis après ça, on fait le bilan d'énergie. On dit, ce qui rentre moins ce qui sort égale l'accumulation. Donc, on fait nos calculs, puis on simule sur un logiciel qui s'appelle Python. Puis à toutes les heures, on est capable d'avoir différentes variables. Donc, on fait sortir 8760 données par année. Puis pour chaque heure, on est capable d'avoir, par exemple, la température de l'eau dans le réservoir, la quantité de solaire qui est utilisée pour l'eau chaude, l'énergie, parce que des fois, ça arrive qu'on atteint le maximum, puis il y a encore du soleil, donc c'est de l'excédentaire. Donc, quantifier cet excédentaire-là. Vous avez un exemple, là, le graphique à droite. Ça, c'est en X, c'est sur une année, l'heure zéro. Dans le milieu, dites-vous que c'est juillet, puis à l'autre bout, c'est décembre, tout simplement. Vous voyez la température, on a mis la consigne à 85, puis ça, c'est à Coujouac, Coujouac. Donc, on est capable d'aller chercher quand même, à certaines occasions, quasiment la limite supérieure. Puis regardez où ça se produit pas en juillet. C'est en quel mois, ça, vous pensez que le pic se produit à peu près? Mars, avril, mai. Il faut comprendre qu'au Québec, la plus grosse période de solaire, le plus important, c'est en mars. Pourquoi en mars? C'est surprenant. C'est pas parce qu'il y a plus de soleil. C'est parce qu'en mars, il fait plus froid. Les panneaux produisent mieux pour un meilleur ensoleillement, pour un même ensoleillement, quand il fait froid. Les panneaux solaires, c'est spécial. Hein? Si j'ai, je ne sais pas moi, 500 watts par mètre carré de soleil qui arrive au mois de mars, mon panneau va faire plus d'électricité que si cette même quantité-là arrive au mois de juillet. Parce que le panneau est plus froid. Puis il y a toute la réflexion de la neige aussi. Hein? La neige va refléter la lumière diffuse sur le panneau. Bon, donner un exemple de calcul, ce graphique-là est assez intéressant. C'est regarder les 6 villes. Puis pour les 6 villes, on a mis chacune les couleurs, dans le fond, des types de chauffe-eau. Donc, le gris, c'est quand on prend le chauffe-eau de référence, le chauffe-eau de base. Donc, hydro, ici, puis ailleurs, au mazout. Le bleu, c'est le chauffe-eau solaire thermique, donc avec le glycol. Le jaune-orange plus foncé, c'est le chauffe-eau hydro-photovoltaïque mélangé. Et le jaune-orange, c'est la part qui est juste solaire de ce chauffe-eau-là. En fait, si on regarde comme il faut pour ce qui nous intéresse, si on commence par Montréal et Saguenay, on voit très bien que nous, c'est à peu près 8 cents le kilowattheure dans ce temps-là. Pour l'électricité, c'était à peu près 8 cents. Là, on est rendu quasiment à 10 cents. Et puis, on remarque que si on fait un chauffe-eau solaire thermique, on est beaucoup plus à 15, 16, 17 cents, même plus que ça. Donc, puis on voit que quand on fait avec le PV mélangé avec l'hydro, on tombe en bas du tarif d'Hydro-Québec. Ça, c'est nos prédictions. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de solutions solaires au Québec qui sont en bas du tarif d'Hydro-Québec. Ça, c'est dû au fait que c'est simple, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de batterie. C'est ça qui fait que ça diminue énormément les coûts. Puis quand vous allez dans les municipalités encore plus nordiques,
comme Coudjouac puis Quadjarapic, bien, regardez, le solaire thermique est équivalent à la référence, donc les lignes bleues et grises se ressemblent. On monte un peu ici, mais on est beaucoup plus bas. C'est encore plus avantageux plus on va au nord. Donc ça, c'est parce qu'il fait plus froid, puis il y a plus de neige longtemps, donc il y a plus de réflexion. Pour les villes qui sont plus de sud, plus de soleil, à un moment donné, le solaire thermique peut demeurer avantageux dans certaines villes d'Afrique, etc. Donc ça, c'est un peu la première phase. La deuxième phase, on s'est dit, bon, là, il faudrait expérimenter ça puis tester ça. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une première série d'essais au groupe de recherche de l'Abbé, qui est un de nos partenaires. On avait une douzaine de capteurs. On avait des panneaux sur le toit du laboratoire. Puis ça, c'était les panneaux rentraient en haut ici dans le boîtier qui est là, puis on pouvait faire différentes combinaisons. 12 en série, 6 en série, 2 fois en parallèle. Donc, on les combinait un petit peu comme on voulait. Ça, c'était un peu le système d'acquisition de données pour tout mesurer. Puis à droite, bien ça, c'est nos résistances qu'on avait pris. En fait, les résistances, dans ce cas-là, on a pris des résistances de four, des résistances de poêle. Le but, c'était de choisir, c'est quoi la... Parce que le secret là-dedans, vu qu'on n'a pas d'électronique pour optimiser, il faut choisir la bonne valeur de résistance. Vous allez me dire, c'est quoi tu nous dis là? C'est quoi ça veut dire, ça, la bonne valeur de résistance? Bon. En fait, c'est que notre parc solaire qu'on avait, on a testé 2 x 6 ou 12 en série. On a testé 7 valeurs de résistance équivalentes. Donc, 7 valeurs de résistance, comme vous avez vu tantôt. Puis, on s'est aperçu que quand on le fait runner sur un an, la meilleure résistance ici, c'est environ 19 ohms pour le Québec. Donc, vous le voyez, en fonction de l'électricité qui est produite par le solaire, si on change la valeur de la résistance qu'on met dans l'élément chauffant, bon, on s'aperçoit que le maximum apparaît ici aux alentours de 19 ohms. Pour cette résistance-là, on est capable de produire environ entre 3003 et 3006 kWh par année pour le chauffe-eau. Puis il faut comprendre que la consommation d'eau chaude que l'on a, vous allez voir les chiffres tantôt, est d'un ordre de grandeur semblable à ça. On a prédit qu'on était capable d'aller chercher jusqu'à 80 % à peu près de l'eau chaude qui serait produite par l'énergie solaire. Il reste toujours un 20 % qui serait l'autre énergie, là, soit hydro, etc. Bon, c'est sûr que quand on regarde ça, on se dit c'est quoi l'affaire de la résistance? T'sais? J'ai fait un petit graphique, je vais essayer de vous l'expliquer relativement simplement. J'ai pris 2 journées ensoleillées qui se ressemblent beaucoup. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit je vais changer la valeur de la résistance de l'élément chauffant. Donc, dans ce cas-là, j'ai pris une résistance de 5 ohms, une résistance qui est petite. On s'aperçoit, il y a 3 courbes. La courbe, puis ici, je ne vois pas la couleur. OK. Le jaune, c'est la courbe de... Disons que je prends 3000 watts de panneaux solaires. C'est la courbe que je produirais d'électricité avec un système conventionnel, avec un régulateur, avec un onduleur. C'est ma courbe de référence. Donc, autrement dit, vous voyez, je suis capable de monter jusqu'à quasiment 3000 watts. Puis, évidemment, le matin, c'est plus faible. Quand j'arrive le midi, bien là, je suis au maximum. Puis là, dans l'après-midi, ça diminue. C'est ce qui est complètement logique. Hein? Par la suite, je me dis, si je fais mon branchement direct sans électronique, j'ai la courbe en gris. Donc, je m'aperçois que sur l'heure du midi, je vais chercher pas mal tout ce qu'il y a à chercher, mais c'est dans les bouts de journée. Vous voyez, je suis toujours un petit peu plus bas que la courbe jaune. J'en perds au début de la journée, j'en perds à la fin de la journée, c'est mon compromis, mais je vais chercher le gros de la patente qui est au milieu à midi. Donc, mon rendement, évidemment, si je regarde maintenant une même journée semblable, en ensoleillement, mais avec une résistance très grande, 28,5. Vous vous rappelez tantôt, le max était 19, l'optimum était 19. Si je défonce la résistance, bien là, je m'aperçois que mon jaune se ressemble pas mal. Tu sais, je produis encore avec mon onduleur régulateur, ma référence standard, mais regardez la courbe en gris, qu'est-ce qu'elle fait. Au début de la journée, je colle parfaitement, mais toute la journée, je ne suis pas capable d'aller chercher. Je perds énormément d'énergie. Vous voyez, le rendement drop drastiquement. Donc, le secret, c'est vraiment d'ajuster l'élément qui est sur le solaire pour avoir la bonne résistance. Puis cette résistance-là, elle varie
en fonction de l'endroit où on est, parce qu'il varie en fonction de l'ensoleillement. Une fois qu'on a testé les résistances à notre laboratoire à la baie, là, on a passé à l'action, mais chez Giant directement. Donc, Giant, qui ont leur usine ici à Montréal, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? C'est qu'on a fait installer des panneaux solaires sur le toit de leur usine, 4000 watts de solaire. Puis l'objectif était de faire les tests, mais là, sur le chauffe-eau réel, sur un vrai chauffe-eau. En fait, c'est un peu le même dessin que tantôt. Vous avez les panneaux solaires qui sont sur le toit, avec un système de protection. Les deux éléments extrêmes sur Hydro-Québec, l'élément central sur le photovoltaïque. Et l'eau froide, l'eau chaude qui se mixe une valve, consommation. Donc, eux, ils ont déjà tout l'équipement en labo pour tester les chauffe-eau, évidemment. Giant reste le plus grand fabricant de chauffe-eau au Canada. Je pense qu'ils font 300 000 chauffe-eau par année, pour vous donner une idée. Donc, ils en font énormément. Donc, là, on a rajouté un volet solaire dans le banc de test. Pour le voir physiquement à quoi ça peut ressembler, donc vous avez là l'installation sur toit plat. On ne voulait pas être directement sur la toiture, donc on a fait faire des braquettes là, qui sont pognées directement sur ces genres de petits murets de séparation en béton. Puis à droite, vous avez le chauffe-eau. Évidemment, là, c'est un EcoPeak standard qu'on a pris dans ce cas-là. On n'avait fait aucune modification. Et puis, c'était les premiers tests. Puis là, vous voyez, il y a des instruments, des fils. Donc, c'est les instruments de mesure, les thermocoupes, les débitmètres, etc., pour faire des mesures. Bon. Les premiers résultats qu'on a obtenus suite à ça, on s'est aperçu que les analyses préliminaires ont démontré que le SPVDH, ça veut dire SPV, c'est système photovoltaïque direct hydro. Donc, c'est le chauffe-eau, en fait. Si on fixait le réservoir à 75 maximum, donc la consigne, on ne pouvait pas dépasser 75. Quand l'eau arrivait à 75, les panneaux débarquaient avec le relais. Pour des journées ensoleillées moyennes, on pouvait aller chercher 25 de l'énergie consommée par le solaire. Donc, c'est loin encore de l'objectif qu'on s'était fixé de 80. Mais il faut comprendre que c'est la première étape. Donc, suite à ça, on a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Parce qu'on le savait, on n'avait pas tout mis l'optimal en partant. On s'est dit, bon, on va prendre un thermostat qui a un différentiel de température plus petit, qui est plus sensible, parce que quand ce qu'il faut comprendre, c'est que si la température baisse un peu en dessous de notre 75, bien, ça va prendre un certain temps avant que le solaire embarque pour réchauffer. Si la différence est trop grande, bien, on va perdre beaucoup de temps. La deuxième affaire, on s'est dit, bien là, on s'est aperçu que la première affaire, le premier système de commutation qu'on a fait, c'est-à-dire, il fait soleil, il fait soleil, il fait soleil. Là, à 9 h, on est rendu à 75 dans le réservoir, mettons à 10 h le matin. Là, les panneaux débarquaient. Puis là, on s'apercevait que même si la température rebaissait en bas de 75 dans la journée, parce qu'on soutirait de l'eau, que les panneaux ne rembarquaient pas. Fait que là, on s'est dit, bien, notre commutation n'est pas bonne. Il faut que ça soit dynamique. Fait qu'on a changé le système de commutation. Ça, c'est une grosse. C'est pour ça que c'était à 25. On perdait le 3/4 de notre soleil à tous les jours. T'sais. Par la suite, ça a été une très bonne idée. L'élément du milieu, on a dit, on va le mettre au bas. On s'entend que la chaleur monte. Fait que si je chauffe avec du soleil dans le milieu du réservoir, la partie du haut va venir chaude, mais la chaleur, elle ne descend pas. Fait que ma batterie thermique est coupée de moitié. Si je mets l'élément en bas, je vais chercher toute la longueur de mon chauffe-eau. Donc, on a fait ces modifications-là. Donc, vous voyez le nouveau dessin. Encore le même système. La seule différence, c'est que là, notre élément est rendu au bas pour le solaire. Donc, c'est un peu. Puis là le chauffe-eau a évolué parce qu'évidemment, ben là, ça, c'est tout le boîtier d'instrumentation, etc. Donc, Giant a fait un nouveau prototype de chauffe-eau sur mesure pour faire ces tests-là, parce qu'habituellement, il n'est pas fait de même. Bon, ben là, en faisant ça, on s'est aperçu qu'on a monté à 54 %. Donc, on a doublé notre performance. Donc, c'est intéressant. Puis les tests ont été effectués en janvier-février. On s'entend que janvier-février, c'est vraiment pas le top pour le soleil au Québec. Hein? C'est même les 2 pires mois avec décembre. Fait qu'on est allé chercher quand même 50 %, mais ce n'est pas encore optimisé. Il y a encore, à résultat préliminaire 2, peut-être d'autres étapes à faire. Les prochaines améliorations, c'est de monter notre consigne à 85. En partant, on va gagner 10 degrés. On pourra monter toute l'eau de 10 degrés. Donc, on va grossir la batterie thermique, en fait. Puis, il faut jouer avec le nombre de panneaux.
Parce que quand les panneaux produisent, quand le réservoir est plein de chaleur, ça s'ouvre et on le perd. Il faut regarder sur une année combien qu'on en perd. Si je baisse un petit peu, j'enlève un panneau, je suis mieux que... Vous comprenez? Il y a un jeu d'ajustement là-dedans, il y a un jeu d'optimisation. On est toujours en train de faire les tests en continu avec Giant pour trouver le bon set point là, de toutes ces choses-là qui s'améliorent. Puis on est optimiste d'aller atteindre le 75 à 100 parce que selon les calculs, les modifications permettent d'aller chercher ça. Puis à date, ça colle pas mal tout le temps au premier calcul qu'on a fait. La phase 3, qui est présentement en cours, c'était la phase de la résidence réelle. Donc, on a travaillé avec un citoyen de Saguenay qui est dans le quartier Luxuor à Chicoutimi. Quand vous arrivez à Saguenay, vous êtes déjà venu ou si vous venez, quand vous sortez du parc des Laurentides, il y a La Terrière, la ville de La Terrière. Puis quand vous arrivez à Saguenay, là où le club de golf, à droite, il y a un nouveau quartier résidentiel là, qui s'est formé. C'est là qu'on a installé, qu'on va pouvoir installer le chauffe-eau. En fait, on a fait affaire avec des entrepreneurs, des entrepreneurs spécialisés. Nous, on n'installe pas les choses. T'sais, on n'est pas des gens qui vont installer, on est capable, mais on ne le fait pas parce que c'est la job on ne vole pas la job des entrepreneurs. Puis, de toute façon, on ne peut pas offrir de garantie aux clients. On est une école, vous comprenez. Donc, nous, on complète le travail des entrepreneurs. Donc, on lui a fourni des plans. Ils ont installé un racking. Donc, comme vous voyez la photo 2, donc on a installé 8 capteurs d'environ 400 watts. Donc, on a à peu près un 3200 watts. Là, vous avez la même photo, mais vue de plus proche. Ça, c'est un peu le plan de l'installation. Ça ressemble un peu au plan que je vous montrais tantôt. T'sais. Vous avez votre capteur, vos capteurs solaires, vous avez votre élément central, vos éléments sur hydro. Toutes les petites boules, c'est les capteurs de débit, capteurs de soleil, des capteurs de température à l'intérieur du chauffe-eau. Le capteur de soleil est ici. Ça, c'est du capteur de courant. Ceux-là qui sont même ici, ça, c'est des capteurs de débit. C'est pour savoir le débit d'eau chaude, le débit d'eau froide. Puis évidemment, tout ça est plugué dans un petit GraphTech, un petit logger, une acquisition de données pour être en mesure c'est tout le temps pareil. Hein? On veut des données pour être en mesure de caractériser les performances. Donc, essentiellement, ça prend un système d'acquisition de données. C'est sûr que si le chauffe-eau devient commercial éventuellement, tout le volet, logger, tout ça ne sera plus là. Si vous allez acheter un chauffe-eau, à quoi il va ressembler votre chauffe-eau? Il va ressembler. Ça, c'est encore un prototype. Là. Mais dans le fond, nous, on en a fait faire un. Il ressemble beaucoup à un EcoPeak, sauf que la différence, c'est qu'au lieu d'avoir juste les 3 portes standards du EcoPeak, on a rajouté 2 autres portes. Donc, nous, ça nous permet de changer les éléments de place si on veut faire des tests. Donc, c'est vraiment un chauffe-eau qui est prototype. Présentement, on a eu une première inspection CSA en 22. On a fait les petits correctifs qu'ils nous ont demandés. On attend la dernière visite CSA pour avoir le go, puis aller le prendre, puis aller l'installer dans la résidence. Parce que dans la résidence, le solaire est prêt, il reste juste à mettre le chauffe-eau, puis le plugger, puis le décoller pour faire les tests. Puis on peut vous dire qu'on a quand même assez hâte là, de voir comment ça va marcher. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout est CSA, donc tout est sécuritaire. Évidemment, on ne veut pas que le client, en bout de ligne, ait de mauvaises surprises. Donc, si je regarde les points saillants, en résumé, du chauffe-eau hydro-solaire, PV, bon, premièrement, pour le propriétaire, il y a des avantages. On s'entend que, comme le chauffe-eau actuel, il n'y a aucun enjeu sur la santé parce que le réservoir est toujours maintenu à 60 minimum par l'Hydro-Québec. Nous, on surchauffe l'eau. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de prolifération bactérienne qui va se faire. Petite pause gorgée, prendre mon souffle un peu. Le deuxième point, on s'entend que ça permet d'augmenter la résilience énergétique et également, de plus en plus, on va le voir apparaître, la valeur des résidences. Les résidences qui vont avoir des systèmes solaires, tout ça, ça peut augmenter parce que la résilience, vous avez vu avec les pannes d'Hydro-Québec, c'est intéressant d'avoir des alternatives. Ça a une grande fiabilité. On s'entend que c'est pas compliqué. C'est des panneaux avec un fil et un relais qui vient se plugger directement sur un élément de chauffe-eau. Il n'y a pas d'électronique sophistiquée. C'est un fil 10-2. C'est beaucoup moins compliqué qu'un système au glycol, d'où les coûts beaucoup plus petits. Donc, c'est également très fiable, mais
il faut déneiger les capteurs. Ça, quand on met du solaire, on ne s'en sort pas. S'il y a de la neige sur les capteurs, ce n'est pas performant. Puis ça, c'est extrêmement important parce que, je vous le dis, là, un gros panneau solaire, faites juste mettre votre main dans le coin, puis vous faites chuter drastiquement la production. Ce n'est pas proportionnel à la surface. Ça veut dire que je cache la moitié du panneau, il ne produit pas la moitié de ce qu'il produisait. Il produit presque plus rien. Donc, c'est très important, le déneigement, pas d'ombrage sur le panneau en tout temps de l'année. Donc, ça, il faut checker ça. Contrairement à ce qu'on croit, les panneaux solaires, bien, en fait, les fabricants nous disent que les panneaux solaires ont des durées de vie de 25 ans. En effet, mais ils ont des durées de vie beaucoup plus grandes que ça. Les panneaux solaires photovoltaïques, il y a des études qui ont été faites en Europe. Écoute, ils en ont installé des parcs dans les années 90, puis ça roule encore aujourd'hui. Puis il y a des très... Ils produisent un peu moins, mais c'est quelques pourcents de moins qu'au début. Donc, on peut très facilement dire que des panneaux photovoltaïques, on est capable de produire de façon significative pendant 35 à 40 ans sans aucun problème. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On installe les panneaux là, on les nettoie, puis on ne touche plus bien à ça. Toutefois, le réservoir d'eau chaude, lui, ben, il doit être changé. Vous avez une garantie sur un chauffe-eau standard qui est de 10 ans. Donc, on le change au minimum aux 10 ans pour avoir la garantie. Mais il faut comprendre que là, vu qu'on surchauffe le réservoir, c'était comme un revêtement vitré à l'intérieur, ça use prématurément. Donc, chaque fois qu'on chauffe plus, on baisse un peu la durée de vie. Ça, c'est un défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser l'impact de changer. Peut-être que sur 40 ans, il faudrait mettre un chauffe-eau de plus que si on aurait pris un chauffe-eau standard. Est-ce qu'économiquement, c'est avantageux? C'est tout ça qu'il faut évaluer. Est-ce que c'est plus avantageux d'épaissir un petit peu la couche vitrée de protection à l'intérieur? Tout ça est en investigation. L'efficacité peut être vérifiée simplement. On s'entend, on plug comme vous avez vu tantôt, quelques instruments, on peut déterminer un peu quand même le rendement. Puis, nous autres, on a prédit que c'était rentable sur Hydro-Québec, puis on attend la phase 3 et la phase 4 pour le valider vraiment sur le terrain. Comme je vous avais dit au début, on s'attend à une partie solaire qui est entre 5 à 6 cents le kilowattheure. Donc, ça, c'était pour le client. Pour le partenaire, quels sont les avantages de ce chauffe-eau-là? Donc, pour Hydro-Québec, ben, c'est une alternative au mesurage net qui, présentement, est plus à 10-15 cents du kilowattheure. Ça permet de décentraliser le solaire par ses propres clients chez eux. Ce que ça fait, c'est que quand on fait un gros parc solaire, on envoie de l'électricité sur un réseau de distribution. Donc, le réseau, il faut qu'il soit capable de le prendre. Puis en plus, si le réseau le prend, il faut qu'il le transporte vers les maisons. Si on en rajoute, ben, à un moment donné, il faut grossir les transformateurs, il faut augmenter les lignes, il faut rajouter de l'infrastructure de distribution. Tandis que quand on produit localement, chacun, mettons, sur sa maison, on est plus vu, en fait, comme une économie à la source pour Hydro-Québec. Ça, c'est intéressant. Puis le point le plus important pour Hydro-Québec, selon moi, c'est que le soleil, il est là quand? Ben, il est là le jour, hein? L'après-midi. Fait que dans la journée, on surchauffe le réservoir. Puis quand on arrive, la pointe de consommation qui est le soir en eau chaude, la vaisselle, quand M. Fitzgibbon nous dit là, partez votre lave-vaisselle à minuit, moi j'ai une solution. On n'a pas besoin de partir à minuit. Après ça, vous avez les douches, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu de baisser la température du chauffe-eau puis envoyer de l'hydro pour le garder à 60, ben là, il est déjà à 85. Fait que tu prends de l'eau chaude que tu mixes avec de l'eau froide, puis là, il baisse 84, 83, 82, 81. Pendant ce temps-là, Hydro-Québec n'embarque pas, là, tant que c'est pas à 60. Puis là, Hydro-Québec, quand ça va être à 60, ça va être peut-être pas mal plus tard dans la veillée. Ou peut-être même, on va dépasser le lendemain matin où ce qui est l'autre pic d'eau chaude. Fait que dans le fond, on réduit la pointe d'Hydro-Québec. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut réduire la pointe. Jusqu'à quel niveau, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment un projet pilote avec plusieurs résidences pour le tester. C'est vraiment le cycle naturel de fonctionnement là, du chauffe-eau. Ce fameux projet 4-là, cette phase 4-là, donc on est en train de préparer tranquillement cette phase-là. Donc,
par la décentralisation de l'énergie solaire directement avec les gens, la démocratisation. C'est ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que souvent, ils font des projets, des gros parcs d'éoliennes, des gros parcs de solaire, des barrages, mais ça ne nous touche pas directement, nous autres. On n'a pas chez nous, on n'a rien de tout ça. Fait qu'en faisant ce système-là, ça permet de démocratiser, c'est-à-dire de prendre l'énergie et de l'amener dans le cours des gens. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Puis ça permet de décentraliser la production puis d'augmenter la résilience. Donc, par ça, le gouvernement, pour nous, est incontournable, évidemment, pour appuyer notre projet. C'est sûr que si on veut un projet de même, on n'ira pas faire payer le chauffe-eau aux gens, on n'ira pas faire payer tout de suite en partant. C'est un pilote, donc il va falloir que les gouvernements fédéraux, provinciaux s'investissent. Mais de base, ils sont quand même très, très, très intéressés à notre idée. On leur a déjà parlé. De leur côté, par son statut de distributeur public, son rôle envers la transition énergétique, son expérience sur le chauffe-eau thermique en 2009 et 2011 et toute l'expertise qu'il y a, bon, on croit qu'Hydro-Québec aussi est un incontournable dans ce projet-là. C'est pour tout préparer puis réaliser cette fameuse phase 4-là, de diffuser les connaissances, puis c'est vraiment incontournable pour avoir un projet qui est un succès de s'allier à Hydro-Québec, ce qu'on est en train de faire également. Donc, j'ai dit, je vais finir ça avec un petit calcul d'ordre de grandeur, à quoi ça pourrait ressembler. T'sais. Voici une hypothèse de calcul. Bon, nous autres, à peu près, c'est 3000 watts, un chauffe-eau solaire. Là, au Québec, un ménage moyen consomme 30 000 kWh par année. L'eau chaude, c'est 12 à 20 Ça dépend d'où ce que tu prends le chiffre. Là, dans les rapports, ça varie. Mais disons 16 J'ai pris le milieu de tout ça, moi. J'ai été conservateur. Supposons qu'on fournit avec le photovoltaïque 75 de l'eau chaude. Là encore, j'étais encore conservateur par rapport à mon 80. Donc, 75 de 30 000 kWh, 16 Puis, j'ai pris 20 des espaces d'habitation, donc environ 700 000 logements. Là, je fais un petit calcul, je multiplie tout ça, je vais vous faire abstraction des détails de calcul de tout ça. Puis là, on s'aperçoit que on serait capable d'aller chercher 2,5 TWh par an. Le Québec, c'est 200 TWh à peu près par année. Le gouvernement veut augmenter de 100 TWh encore. La Romaine, c'est 8 TWh. Ça, c'est 2,5. C'est quand même pas négligeable. C'est un 2100 MW installé, mais pas dans un parc, délocalisé chez les citoyens. Puis qu'il faut comprendre que là, j'ai juste parlé des résidences, mais le potentiel pour le commercial, l'industriel est énorme. On s'entend que de l'eau chaude, il y en a pas mal partout, là, dans tous les procédés, etc. Donc, il y a vraiment énormément de potentiel pour cette solution-là. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déploiement de cette technologie-là à plus grande échelle, éventuellement, si les résultats de la phase 4 sont bons, ça peut se réaliser seulement si techniquement c'est réalisable, écologiquement que c'est acceptable, économiquement que c'est rentable et socialement que c'est favorable. Ça prend les 4. C'est pour ça qu'on vient expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. On se promène et on essaie de faire évoluer ça. Donc, je voudrais remercier grandement tous nos partenaires. Donc, CRSNG et le gouvernement du Québec, la Société d'habitation, qui nous ont aidés à financer les 2 premières phases, puis une partie de la phase 3. Évidemment, l'usine Giant, qui est notre partenaire industriel ici même à Montréal. Groupe de recherche écologique de la baie, partenaire de longue date de notre centre, qui est là pour l'expérimentation, l'ETS, puis le fameux résident et le quartier Luxuor. Si vous voulez nous rejoindre, nous suivre d'une façon très simple, Facebook, Centre Terre, vous aimez la page, vous pouvez nous suivre tout simplement. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci, M. Bourbonnais. C'est super intéressant. J'ai eu déjà le plaisir de publier 2 articles dans la Maison du 21e siècle sur votre projet. Donc, on va suivre avec grand intérêt la phase 4. J'ai plein de commentaires et de questions avant de passer le micro. J'aimerais que vous expliquiez le lien entre les ohms et les watts. Les ohms et les watts, oui. Il y a plein de choses. Moi, j'ai un chauffe-eau State en plastique à l'intérieur. Je l'ai depuis 25 ans chez nous. Je ne l'ai jamais changé. Okay. J'ai changé d'assureur quand il ne voulait plus me couvrir. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Le 3000 watts, c'est pour une famille de 4 personnes? Oui. OK.
Donc, 2 personnes, on n'aurait pas besoin de 3000 watts. Probablement un petit peu moins, oui. OK, OK. Commençons par les ohms puis les watts. Oui, yes. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, je fais souvent l'analogie avec l'hydraulique. OK? Parce que l'électricité, c'est abstrait, hein? Donc, je fais une analogie hydraulique. Je prends une pompe. La pompe, c'est la tension, c'est des volts. C'est ce qui pousse l'électricité. Le courant, le débit qui circule dans le tuyau poussé par la pompe, ça, c'est le courant. C'est un débit d'eau au lieu d'être un débit d'électricité, tout simplement. La résistance, qu'est-ce que c'est? Donc, avant la résistance, la puissance, c'est le produit de la tension et du courant. Donc, c'est la pression fois le débit qu'on crée. Donc, le voltage, la le tension. voltage, la tension, c'est ce qu'on appelle, on va y aller commun, le voltage puis l'ampérage. Hein, OK? Donc, le voltage fois l'ampérage, ça me donne la puissance en watts. Ça me donne le power, la force totale que j'ai. La résistance, ben là, dans mon circuit, j'ai ma pompe, j'ai mon tuyau. Puis là, j'ai une résistance électrique ou c'est une lumière. Ou dans le cas d'un circuit électrique, c'est un fil de piscine, dans un fil de sable qui va dissiper mon débit, qui va dissiper ma pression. C'est quelque chose qui dissipe de l'énergie, une résistance, autrement dit. Dans le concret du chauffe-eau Giant, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un chauffe-eau, c'est un tuyau de cuivre, tout simplement. C'est un élément en cuivre qui va créer une résistance, qui va chauffer, qui va permettre de transformer l'électricité en chaleur, en fait. OK. Je vais commencer par passer le micro, mes autres questions vont me revenir. Est-ce que, monsieur, oui? Oui, j'aurais une question sur votre phase 3. On a vu sur votre diagramme que vous l'avez mis dans le milieu, alors qu'en phase 2, vous nous aviez dit que c'était plus intéressant le mettre en bas. Là, je parle. T'as l'œil averti, j'avais pas encore le schéma updaté. Puis hier, il était tard un peu quand j'ai fini ma présentation. Puis j'ai dit, mais il va être en bas, oui. Mais de toute façon, ça va être celui-là qui a 5 trous, là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir varier la position de l'élément solaire si on veut. Mais c'est clair que nous, on a avantage à le mettre dans le bas, là. Oui, c'est ce que je Mais me t'as disais. l'œil fin. T'as l'œil vraiment fin. T'as vraiment suivi. Merci. L'autre chose, c'est que quand M. Fitzgibbon parlait de partir le lave-vaisselle à minuit, la pointe du soir a fini à 8 heures le soir. Après 8 heures, il n'y a pas grand monde qui consomme de l'eau chaude, d'électricité. Mais c'est plus le matin qu'on consomme plus d'eau chaude avec les douches. Le matin, ben ça dépend. Il y a des gens qui prennent leur douche le soir. C'est sûr que le soir, tu as le volet vaisselle, tu as le volet lave-vaisselle, souvent qui décolle le soir. Le matin, souvent, c'est une rôtie. Tu fais pas la vaisselle, tu la mets dans le lavabo. Tu pars travailler. Il y a des gens, oui, qui se lavent le matin aussi. La pointe, on s'entend, elle est après le souper puis avant le déjeuner. Là. Ça, c'est clair. Le matin, c'est 6 à 9 heures aussi. Hein? Ouais. Puis là, on peut conserver de l'énergie plus longtemps dans de l'eau, hein, parce qu'il n'y a pas de soleil le soir et la nuit. Mais donc, vous dites que des fois, on peut, le soleil, même d'été jusqu'à 9 heures, on peut se servir de cette eau chaude-là pour les douches le lendemain matin. Ben oui, c'est ça. Parce que quand on a des périodes très ensoleillées, tu sais, puis on consomme de l'eau, puis là, oups, l'eau, la température baisse un peu, mais il y a encore du soleil. Fait que là, il se recharge en même temps, tu sais. On a comme l'effet combiné. Le but, c'est de trouver le bon dimensionnement de panneaux solaires pour pas trop que ça arrive souvent, qu'on a encore du soleil puis que le thermique est plein. On a atteint le 7 points, mettons, qui est à 85, tu sais. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis il y a beaucoup de paramètres qu'on peut jouer. Ouais. C'est dans l'affinement de tout ça, là, je vous dirais, là, qu'on est. Là. Parce que les gens ne comprennent pas, quand il y a une panne d'électricité, le chauffe-eau il est bien isolé, il va garder sa chaleur une journée ou deux. Ben, ça dépend combien on prend de douche. Ça dépend. Si tu prends des petites douches rapides avec une bonne pomme de douche, c'est une des choses les plus économiques. Ouais. Ben, de toute façon, on le sait, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une porte de chauffe-eau. On le voit, là, c'est de l'uréthane là, à l'intérieur. Là, puis il y a une tôle par-dessus, dans le fond, qui vient couvrir ça pour faire la finition. Ouais. Mais essentiellement, c'est un réservoir de métal avec une couche d'uréthane, au plus simple. Là, si je vais plus compliqué que ça, là, mais je veux dire, en gros, si on se fait un modèle, ça ressemble à ça. Là. Je trouve ça très intéressant parce que vous dites que c'est probablement la technologie la plus payante pour utiliser le courant continu direct du photovoltaïque sans onduleur qui transforme en courant alternatif.
puis sans batterie, donc c'est vraiment économique. Ça peut pas être moins cher que ça. Puis là, installer, c'est 2,50 $ le kilowatt, je pense, le photovoltaïque. Oui, bien, quand tu installes du photovoltaïque, mettons Sans batterie, là. Sans batterie, avec des micro-onduleurs directement sur le réseau d'Hydro-Québec, on est de 2 à 3 $ du watt. Parce que ça, Yves Poisson de Canmette, le labo à Varennes de Ressources naturelles Canada, il y a 3-4 ans, on avait publié ça dans le magazine La Maison du 21e siècle, pour le répéter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il disait que sur la durée de vie, sur 30 ans, je pense qu'il avait calculé, il était autour de 10 sous du kilowattheure. Donc, Ouais. déjà à parité depuis 3-4 ans avec le réseau d'Hydro-Québec, quand on calcule les taxes, parce que l'électricité est taxée au Québec. Oui, oui. Puis, dans le fond, nous, c'est une solution que j'appelle low-tech. On s'entend, tu sais? Ouais. Basic. Ça brisera pas, ça brise pas compliqué. C'est 2 fils. On est conscient nécessairement qu'on perd un peu de rendement énergétique, mais qu'on gagne du rendement économique. Puis on est conscient que c'est fait pour des applications où le courant continu peut s'appliquer. Tu sais. On va toujours avoir besoin d'électricité ondulatoire pour faire fonctionner nos appareils électroniques, etc. Mais nous, on le voit en complément. Tu sais. On ne dit pas que c'est la seule solution. Ça prend du PV normal aussi, tu sais, conventionnel, si je peux dire. Mais ça pourrait être déployé directement chez les gens avec un coût minimum. Puis quand je vous ai présenté à faire les avantages pour Hydro-Québec, les avantages pour le monde, selon moi, si tous nos tests sont positifs, là, il y a juste du positif dans ce projet-là. Tu sais, c'est tout le temps pareil. Ils font des gros projets à l'autre bout du monde. Puis là, le monde, il consomme l'électricité, mais ils n'ont aucune conscience de comment ça se produit. Tandis que quand tu en installes chez vous, ben là, tu comprends. C'est ce qu'on appelle diffuser l'information, la démocratisation de l'énergie, la rendre au peuple. T'sais. Moi, ça, pour moi, là, c'est un des points que j'aime beaucoup dans ce projet. C'est votre mission, ben oui. Puis on prend conscience que c'est précieux, l'énergie, on la gaspille moins aussi. Exact, ça aide à faire la conscience. Quand tu t'aperçois, tu dis ah ouais, ça prend tous ces panneaux-là, ben c'est 8 panneaux. C'est 303 000 watts. Quand ça rentre sur un toit standard, c'est quand même pas si gros que ça. Il faut comprendre que c'est, mettons, 8 panneaux allez voir les panneaux, là, vous les voyez, un 400 watts, là, il y en a au coin là-bas chez Rematec, là. C'est 8 capteurs environ, là. Ça prend, c'est peut-être 1 mètre par 2 mètres, là, pour donner une idée des panneaux. Moi, mes premiers panneaux, c'était des 70 watts. Là, on est rendu à 400-500. C'est vraiment excitant de voir ça. Chez Rematec, là, il est à 545. Oui, ça s'installe vite, dans le fond, 1 il faut kilowatt. grossir la surface. Parce que la technologie augmente un peu, mais le rendement, il ne monte pas vite. Là, mais vos hypothèses, si on parle juste de dollars, là, tu changes ton chauffe-eau 10 ans, puis tu installes tes panneaux solaires. L'hypothèse de base, c'est quoi, une famille qui dépense 500-600 $ d'eau chaude par année, c'est ça? En fait, une famille peut dépenser, je dirais, ça dépend évidemment là, de la grosseur, là, mais Ça dépend des ados. de 3,50 à 5,50, 600, oui. OK. C'est sûr que si tu as 4 ados dans la maison, c'est pas la même affaire, les douches d'une demi-heure. Là, on se parle aussi. Quand tu demandes de sortir de la douche, il y a des écouteurs dans les oreilles, il t'entend pas. Ouais. Fait que le payback pour le citoyen, combien d'années? Ben là, c'est ça. T'sais. Parce que ça, c'est dur à dire parce que je suis pas encore capable de dire comment va coûter le chauffe-eau. On s'entend que les panneaux solaires, le 3000 watts installés, dans quelques années, si le produit devient commercial, on va être peut-être à 3 000 $, là, 3 000, 3 500. 3 000 de panneaux installés. 3 000 de capteurs de base. Puis quelqu'un qui est le moindrement bricoleur peut l'installer lui-même. C'est pas des choses qui sont compliquées. Mais c'est sûr que là, si tu fais faire un installateur, ben là, tu montes un peu tes coûts. Puis là, c'est ça qui est différent d'avec le chauffe-eau standard. Parce que le chauffe-eau Giant solaire, il va coûter plus cher qu'un chauffe-eau normal parce qu'il va avoir un mélangeur électrostatique. Mais, tu sais, les trous ne seront pas à la même place. Là, ça va se ressembler beaucoup au niveau du coût. Fait que disons que vous voulez économiser 80 de 500 $, donc 400 $. 3 000, 7 ans. En 7 ans, on rentabilise. Ben, si on est capable d'aller en bas de 10 ans, ça serait déjà très, très bien sans subvention, rien. Là, parce qu'il peut y avoir des incitatifs financiers, tout ça. Ben, ils ont intérêt à subventionner un projet comme ça, là, parce que tu peux aller chercher du volume. Là. Je le sais bien. Parce que
Si on Parce peut que si les éviter un panneaux durent barrage. 40 ans, là, on s'entend-tu, là, que tu es au quart, tu le payes après un quart de sa durée de vie, là. Puis à 42 ans, il marche encore, le panneau. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, le photovoltaïque. Ça dure, ça Ça dure produit. vraiment longtemps. Ça perd 1 de son efficacité par année, hein, je pense. Ah, gros max. Oui. Au début, c'est moins que ça. C'est Donc- des fractions de 1 par année. Oui, Honnêtement, c'est je me pas rappelle 30. plus, je l'ai C'est plus pas en 30. mémoire, là. Ils perdent peut-être 20 après 30 ans, je ne sais pas trop. Je me rappelle plus par Ouais, cœur. mais Il c'est faudrait que je regarde mes chiffres. J'ai une étude là-dessus. Ça fait trop c'est longtemps. 1 du résiduel là, chaque Ouais. année, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Oh, il nous reste. Je pense qu'on en est presque fini. Ben, N'hésitez pas. non. En conclusion, En conclusion, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, avec le Facebook, là, Centre Terre, allez sur Facebook, Centre Terre, mon contact est là. Ou appelez au Cégep de Jonquière, puis demandez-moi, puis je vais pouvoir vous répondre. Parce que pour la phase 4, on va sûrement éventuellement chercher des citoyens, peut-être un peu partout au Québec, pour nous aider, puis l'installer chez eux. Puis, en fait, on va le faire avec eux, mais pour expérimenter. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez vous êtes bénévole ou n'importe quoi, vous avez des questions, ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. Martin Bourbonnais du Cégep de Jonquière, merci beaucoup, le Centre Terre.